Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh bien, bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis Sébastien Galano et aujourd'hui je suis en compagnie de Sylvain. Salut Sylvain. Salut. Alors aujourd'hui on va vous faire une nouvelle émission spoiler dédiée à toutes les informations sur l'ascension des Skywalker, parce que c'est la première émission spoiler qu'on fait où on connaît enfin le titre du film. Et on peut faire un petit WhatsApp avant de commencer tout ça. Sylvain, toi c'est quoi ton WhatsApp Star Wars? Alors, le WhatsApp Star Wars, le dernier, c'est ma participation à QC. Peut-être que d'ici la publication de cet épisode, vous aurez la publication de l'émission AQC. Voilà. Et puis l'achat de deux trois Black Series, peut-être de plus. Là, je viens de commander Palpatine et son trône Black Series. Il arrivera en fin d'année. Et voilà. Et moi, c'est ma première émission post-célébration, donc retour au monde réel, et c'est pas forcément super facile, mais bon, c'est la vie. Et moi, un WhatsApp, encore un gros WhatsApp, et je remercie ma chérie parce qu'elle m'a fait un gros cadeau de fiançailles, à savoir une immense photo de Han Solo en noir et blanc, qui est tirée du moment où il pointe les doigts sur lui en mode moi, quand Lando lui dit qu'est-ce que t'as fait mon vaisseau. Donc cette grande photo en noir et blanc en 65 sur 45 cm, signée par Harrison Ford lors d'une séance de dédicace privée. Donc j'ai beau avoir déjà beaucoup d'autographes d'Harrison Ford, celle-ci elle est gigantesque, elle est en doré, elle est magnifique, c'est la plus belle pièce de ma collection, j'ai halluciné. Donc là, elle est chez l'encadreur pour mettre un verre anti-UV, anti-reflet pour la protéger du temps et tout. Mais voilà, c'est vraiment la plus belle pièce de ma collection. Je suis aux anges, voilà. Donc on n'a jamais assez de dédicaces d'Harrison Ford. Et il a les larmes aux yeux. Hein, mais j'ai les larmes aux yeux quand je l'ai lu. Bah oui, c'était la plus belle pièce de ma collection. Et au-delà de ça, hier c'était le 4 mai et un 4 mai très très faible en événements, en France du moins. Normalement, il y a toujours des marques, des petits happenings, des trucs comme ça. Je sais que le parc Disneyland a fait quelques trucs, mais c'était un peu le minimum syndical. Et à Paris, il y avait un événement avec le Comic Corner et le Bobby Bar auquel j'ai été. Voilà, donc c'était sans prétention, hein. C'était l'idée de rencontrer quelques fans, quelques costumés, et de se retrouver entre fans, et discuter. Mais voilà, c'était une petite soirée sympa, sans prétention. Voilà, je vous recommande le Bobby Bar, c'est vraiment sur Paris, du moins, c'est un endroit très sympathique avec une très belle déco. Voilà. Et moi, ce que je remarque, c'est que, à part ma mère et ma sœur, vous avez tous oublié de me fêter ma fête. Parce que le 4 mai, c'est aussi la Saint-Sylvain. Eh ben, je ne vais pas te la citer parce que nous sommes le 5 mai, Sylvain, je suis désolé. C'est passé. Voilà. Concernant Star Wars en direct, vous pouvez écouter nos anciennes émissions, à savoir la dernière littérature sur le roman Queen's Shadow et la dernière émission spoiler sur les infos des Mandaloriens fait par l'équipe québécoise. Voilà. Eh ben écoute Sylvain, on va se lancer. On va partir en hyperespace et puis on va parler des spoilers de l'épisode 9. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission spoiler sur l'ascension des Skywalker maintenant. Ce qui fait que là, on se retrouve face à une grande liste de spoilers. Et ça va être très compliqué de vous mettre tout ça dans l'ordre, déjà parce que on a des infos à droite à gauche, mais on n'a pas encore l'ordre des séquences. Donc, on vous prévient, ça va être le bazar. Un peu le bazar, un peu pêle-mêle. Ça va être des infos à droite à gauche comme ça. Cela étant dit, on va commencer par ce qui est pour moi la plus grosse nouvelle spoiler depuis qu'on a des... Depuis l'épisode 7. Depuis l'épisode 7. Donc si vous
Normalement, vous devriez vous douter de quoi qu'on va parler tout de suite Parce que maintenant. je suis très content de ce spoiler, c'est vraiment le meilleur spoiler qui existe. Et voilà, juste avant, il est inutile de vous rappeler que, bien sûr, si vous voulez vous garder la surprise pour le film, ça ne sert à rien d'écouter cette émission maintenant. Voilà, faut arrêter. Vous arrêtez là, maintenant, tout de suite. Voilà. On aura un très très gros spoiler à la fin. Mais là on vous redira en mode bon là vous voulez vraiment savoir parce que c'est quand même gros voilà. Mais on va commencer avec le retour d'un personnage qui n'est pas Palpatine mais qui n'est autre que ce cher, ce fabuleux, ce fantastique Han Solo. Han Solo. Voilà. Il est content. Ah bah il est content. Je suis très content. Donc ça c'est d'après alors toutes les infos qu'on va vous donner c'est d'après Making Star Wars qui est une source généralement assez fiable et quand ils sont pas trop sûrs ils le précisent. Mais là en tout cas la chose dont ils sont sûrs, c'est que d'après leurs sources, Harrison Ford aura bien tourné une séquence pour le film en tant qu'Han Solo. Après, à savoir comment cette séquence tournée avec Han Solo s'intégrera au film, là, c'est plus de l'ordre de la spéculation. Mais d'après leurs sources, ce serait comme ça. En fait, le fantôme de Luke Skywalker verrait Kylo Ren et introduirait une vision à Kylo Ren et dans cette vision on retrouverait Han Solo et Han Solo dirait à son fils qu'il n'est pas encore trop tard pour retourner du bon côté de la Force et qu'il le pardonne de l'avoir tué. Voilà. Donc ce serait un fantôme de Solo jeune, vieux. On sait pas. Vieux parce que c'est Harrison Ford déjà qui joue le rôle. Et pas en fantôme, voilà, en fait c'est lors d'une vision, donc en fait c'est pas un fantôme de la Force, c'est peut-être Luke qui avec la Force peut faire revenir l'esprit d'Han Solo le temps d'une vision, voilà, ou mais ça c'est pas sûr et certain que ce soit fait comme ça. On peut aussi parler d'un flashback, ça pourrait être tout simplement ça, voilà, ou moi j'imagine si c'est un flashback que ce serait Luke qui se verrait plutôt Han Solo et Leia qui confierait Ben Solo à Luke. Pourquoi pas. Dans tous les cas, je pense que vu qu'Harrison Ford revient, ce serait une occasion pour revoir Luke, Han et Leia ensemble dans un plan. C'est la chose qu'on n'a pas eu du tout. Ni dans le réveil, ni dans... Parce que du coup, Han a revu Leia, Luke a revu Leia, Leia a revu Han, mais il manquait que Han revoie Luke. Et du coup, là, ça permettrait que d'avoir Luke et Han ensemble dans le même plan. Même s'ils sont pas vraiment ensemble, parce que c'est Luke qui intègre. Je sais pas comment ça sera fait visuellement, mais... Techniquement, de ce qu'on sait, il y aurait pas d'interaction entre Luke et Han, quoi. C'est ça. Mais ce qui est génial, c'est que J.J. Abrams il profite de ce dernier épisode pour quand même nous faire un film où tous les personnages principaux de la trilogie originale sont présents, même si certains sont morts. Voilà. Donc voilà. Là, ce serait effectivement pas mal parce que c'est un truc qui manque quand même, ne serait-ce que pour leur dire au revoir. Et je sais que Mark Hamill sur Twitter a posté une photo un montage photo dans le Faucon, il y a Han Solo, Luke, Leia, Chewbacca et Lando en mettant une opportunité de manquer. Et pour moi c'est juste un gros troll parce que justement du moins Luke et Han Solo devraient se retrouver dans le même plan dans le film. Donc à voir. À voir. Donc ça c'était le premier gros spoiler de l'épisode 9 qu'on a vous donné. Maintenant on va partir dans des petits spoilers un peu pêle-mêle à droite, à gauche. Oui, un peu en mode gros bazar. Voilà. On les prend dans l'ordre qu'on veut. On va les prendre dans l'ordre où ils sont sortis chronologiquement. Voilà. Donc souvenez-vous, il y a eu une affiche leakée de l'épisode 9 où la moitié des personnes pensaient que c'était un fake. Et il s'avère que non, ce n'était pas un fake. Et sur cette affiche, on retrouvait C3PO avec l'arbalète de Chewbacca, le bâton de Rey et la bandoulière de Chewbacca par-dessus. C'est ça. Le C3PO passé en mode Rambo. Voilà. Et beaucoup de gens se sont dit non mais c'est n'importe quoi, c'est du fake et tout. Non, c'était pas du fake, on avait raison de le dire.
Ça a été confirmé d'ailleurs par un livre officiel qui a été dévoilé hier pour le 4 mai, un livre jeunesse de Lucasfilm qui fait partie du programme Journey to the Rise of Skywalker. Et on y voit ces 3 PO avec la bandoulière et le bâton de raie, donc c'est maintenant officiel, voilà, si je puis dire. Et pourquoi je vous parle de ces 3 PO ? C'est parce qu'a priori, dans le film, il y aurait une planète marécage dans laquelle il y aurait une grosse usine à droïdes. Dans cette usine à droïdes, il y aurait plein de clins d'œil à toute la saga Star Wars, parce qu'on y retrouverait notamment des droïdes de combat, le robot de Bad Robot, et c'est dans cette séquence qu'on serait introduit au petit droïde qui s'appelle le D.O. Là, le petit, celle que t'as la lampe Pixar. Ouais, la lampe Pixar, ouais. Dans cette séquence, on aurait ces 3 PO qui seraient obligés de transférer sa conscience dans R2D2. Tu vas pas mourir, Sylvain, c'est bon? Non, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Donc voilà, donc ces 3 PO mettraient sa conscience dans R2D2. Et je trouverais... En tout bien, tout honneur. Voilà. Mais alors, pour faire quoi? On ne sait pas encore, mais ce serait quelque chose de vraiment très original, moi je trouve, dans la saga. Les deux fusionnent un peu dans une séquence. Surtout que R2D2, on l'a pas vu énormément dans les deux. C'est un figurant. Films. C'est devenu un figurant ou une lampe de chevet. Donc là, si ça permettait de revoir D2 en action pendant plus de 30 secondes, ce serait pas mal. Après, est-ce qu'ils vont pas nous refaire une séquence C3PO attaque des clones, quoi? On pourra pas faire pire que la séquence C3PO attaque des clones, je pense. Ah, si, je suis sûr que si on leur demande et qu'on leur tient la bière, ils vont pouvoir le faire. Et toujours sur cette planète qui serait aussi une planète un peu enneigée, on retrouverait le personnage de Keri Russell, alors, qui n'a pas été dévoilé à Célébration, mais qui a été dévoilé sur l'affiche qui a leaké, qui a un costume, on va dire, c'est une sorte de Zam Wesell avec des morceaux d'armure argentés et un gros casque. On dirait qu'il y a un chignon métallique d'ailleurs son casque, c'est un peu bizarre. Et ce personnage qui s'appelle Zori, avec 2 i, serait introduit sur cette planète. Voilà. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce look de peu chasseuse de primes? J'aime bien le look, c'est vraiment le casque qui fait très bizarre parce que il est entièrement métallisé, il y a une vie arrière, mais c'est surtout l'arrière où t'as une grosse protubérance. C'est ce casque qui me paraît bizarre, alors que tout le reste du costume est très classe, par contre. Ouais. Non, moi j'aime bien. J'imagine déjà la figurine. La Black Series, voilà, qui sortira. Après, je me demande comment elle l'enlève, c'est un peu compliqué pour elle d'enlever ce masque. Voilà. Mais on sait que c'est un personnage humain, parce que si ça se trouve, c'est un robot. Non, je pense que c'est un personnage humain. Tu vois dans la silhouette du costume que c'est quand même une humaine derrière en dessous, voilà. Après, est-ce qu'elle apparaîtra que dans la planète enneigée ou est-ce qu'elle va rejoindre l'aéro après? On sait pas. Il est encore trop tôt pour le savoir. Maintenant, on va passer à un autre spoiler qui concerne la relation entre Rey et Kylo Ren durant le film. Dans les derniers Jedi, on pouvait voir que Snoke les mettait un peu en relation avec la Force et ils pouvaient se parler à distance un peu, mais même si c'était chacun dans un décor différent, on avait l'impression qu'ils se parlaient en face, quoi. Et même à un moment on voit Luke qui surprend Rey et Kylo, donc Kylo arrive visuellement à être dans le même décor que Rey, voilà. Dans le film, on continuera à exploiter un peu ce pouvoir, donc cette fois-ci ils auraient plus besoin de Snoke pour se parler à distance. Sauf que là ils se parleraient pas vraiment à distance, mais ils se combattraient à distance. Ah, c'est du combat mental, quoi. Du coup, alors non, le combat au sabre laser à distance. Sauf que cette fois-ci, alors c'est un peu compliqué à expliquer. Ce serait en gros, c'est un peu similaire à ce qu'a fait Luke, quoi. Il est rentré dans la tête. Non, parce que cette fois-ci, c'est que ils arrivent à se combattre physiquement à distance et les décors autour d'eux changeraient. Oula. Voilà. Je sens que le menteur, il va s'amuser. Ouais. Oui, c'est même le spoiler, il est un peu compliqué et même dans l'info, ils disent que c'est un peu compliqué à expliquer parce que visuellement, c'est un peu bizarre, mais voilà. Dans l'idée, c'est que ils partent d'un point de départ
les décors changent autour d'eux pour revenir à leur point de départ. Et je pense que ça a été confirmé hier avec la couverture du Art of The Rise of Skywalker, où on voit Rey pointer son sabre laser avec Kylo Ren, mais Kylo Ren est dans l'autre sens, en miroir, dans un autre décor. Comme si finalement Rey était au bord d'une étendue d'eau et que Kylo Ren soit soit le reflet dans l'eau, mais ils peuvent quand même se combattre au sabre laser. Donc c'est un peu flou. C'est je sens, mais comme je disais, c'est le genre de séquence, le monteur il a intérêt à être bien réveillé, et à bien vérifier, parce que sinon ça va être un bazar mais monstrueux. Ouais. Mais moi je trouve ça génial parce que dans Star Wars on veut aussi voir des choses qu'on n'a jamais vues, et je pense que ça serait une super innovation qui ne serait pas forcément contradictoire avec ce qu'on a vu avant. Ça serait sympa, surtout que là en plus, là, dans l'info qui a été donnée, c'est qu'ils combattraient dans des décors de la saga Skywalker. Donc, donc ça voudra dire qu'on pourrait, par exemple, voir sur Tatooine, sur Geonosis, sur Naboo, et enchaîner ces décors qu'on connaît, alors que ces personnages y sont jamais. Ce serait un truc d'assez cool. Mais encore une fois, c'est le monteur qui va avoir très mal au crâne, à mon avis. Et un autre spoiler parlait également, toujours dans le combat de sabre laser, qu'il y aurait un combat en apesanteur dans ce film. Et donc pourquoi pas. Et il saurait aussi utiliser des comment ça s'appelle, des gros conteneurs d'eau pour tourner ça. Des réservoirs d'eau, voilà, pour tourner ça. Donc moi perso je demande à voir, mais ça n'en reste pas moins original. Enfin voilà, on va pas se limiter juste au combat sur Terre. Voilà. Bon après on rappelle, tout ça ce sont des spoilers, ce n'est pas confirmé. Tout ça doit rester à être confirmé de la spéculation. C'est un peu plus que de la spéculation quand même, mais voilà. Et on continue dans le combat avec Kylo Ren et Rey. Et notamment avec ce fameux duel entre Rey et Kylo Ren sur un chasseur. Voilà, en Jordanie, ça a été tourné cette scène. Et a priori, on sait ce qui adviendrait du moins du chasseur taille de Kylo Ren, parce que des scènes où on voit Kylo Ren sortir d'un chasseur taille en flammes ont été vues lors du tournage en Jordanie. Donc un potentiel crash du vaisseau. Donc ça, et la manière dont il s'expulserait du vaisseau, ce serait un peu un saut avec la force, un peu comme Obi-Wan dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, au début du film, quand il s'éjecte de son chasseur Jedi, il fait une espèce de saut gigantesque où il se fait des droïdes de combat en chemin. Et en gros, on aurait un truc un peu similaire avec Kylo Ren. C'est vrai que si on regarde bien la bande-annonce, on voit bien que Rey est à deux doigts de trancher l'aile au moins, ou d'entailler au moins l'aile droite du chasseur, puisqu'elle fait une vrille, elle est en position, son sabre est allumé. Donc ça pourrait confirmer ce que beaucoup pensent, c'est que c'est une espèce de défi qui se lance, mais qu'elle elle gagne le défi en coupant le chasseur en deux, quoi. Ouais. Mais moi j'ai aimé cette idée qu'en fait ils se combattent pas mais qu'ils fassent équipe, et qu'en fait Kylo Ren il la prenne au passage et qu'elle monte sur son taille pour qu'ils aient une menace commune. Je pense que ça aurait plus de gueule. Mais moi aussi, je préfère l'idée, quoi. Ils s'aiment pas, ils se le montrent, mais ils ont besoin l'un de l'autre, ils ont une relation quand même. C'est vrai que je préférerais ça à tout simplement l'autre essaye de l'écraser. Ouais, voilà. Parce qu'il lui tire pas dessus quand même. Voilà, c'est à voir comment c'est présenté, mais si c'est ou alors ça tombe, ils font alliance et le chasseur de Kylo se crache quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le crash, ça implique pas que ce soit Rey qui le détruise. Mais ou alors ils font alliance pour combattre une menace, et puis la menace détruite, Rey bousille le vaisseau. Ça pourrait être, ce serait mesquin, mais ce serait sympa. Voilà. Mais en tout cas, J.J. Abrams a coupé pile poil au bon moment dans la bande-annonce, parce que on voit vraiment pas ce qui
qui se passe après, quoi. Voilà. On va partir sur Kylo Ren et du coup son casque. Parce que Kylo Ren aura bien sûr le retour de son casque, comme Rey répare le sable, Kylo Ren répare le sable, J.J. Abrams répare l'épisode 8. Voilà. En tout cas, ça y ressemble. Du coup, c'est plus au début du film, on aurait une séquence de la réparation du casque de Kylo Ren. Et ce serait une séquence un peu rituelle où il y aurait a priori une danse des chevaliers de Ren tout autour. D'accord. Ce serait cette séquence serait comprise dans les images qu'on voit dans la bande-annonce de la réparation. Bah non, il y a qu'un plan. Ah oui, mais c'est ce plan-là, tu vois. D'accord. Comme on a eu le plan du casque de Dark Vador, le plan du casque de Kylo Ren détruit, on a le plan du casque de Kylo Ren réparé. Et donc les chevaliers de Ren feraient une soirée feu de rituel. Le rituel, on répare le casque du chef. Feu de camp et chamallow et danserait. Ouais, moi je trouve ça j'aime bien ce côté un peu secte et tout, mystique et tout autour des chevaliers de Ren, et peut-être qu'on apprendrait c'est quoi leur croyance exacte, leur but, pas d'où ils viennent. Moi je pense que c'est dans l'épisode 8, Luke dit que Kylo Ren est parti avec la moitié de ses élèves. Je pense que c'est la moitié des élèves avec qui il est parti. Ce serait logique du moins. Ouais. Ce serait marrant de mettre ça en parallèle avec les Inquisiteurs et Dark Vador. Ouais. C'est qu'il y aurait cette... Parce que si vous lisez les BD qui passent, soit moi je ne lis que la VF, il y a une relation quand même haine-amour entre Vador et les Inquisiteurs. Il les aime pas au début, Vador. Il n'hésite pas à les tuer, à s'en servir, mais les Inquisiteurs quand même, même s'ils ont peur, aiment beaucoup Vador parce que c'est un gros psychopathe. Ouais. Et ce serait bien que il y ait à peu près la même relation entre Kylo et les chevaliers, quoi. Ouais. Alors la séquence où Kylo Ren réparait son casque, ça se déroulerait dans un château effrayant qui appartiendrait à une créature qui ressemble à un singe. On voit déjà dans le trailer. Non, pas ce château-là. Non. Donc on voit déjà que c'est des moins très poilus et noirs qui réparent le casque, donc c'est pas Kylo Ren qui le fait. Dans ce château avec l'alien qui ressemble à un singe, on retrouverait bien sûr Kylo Ren et ses chevaliers. On sait pas qui est cet alien singe, pourquoi c'est lui qui doit réparer le casque. Le casque, voilà. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit le château de Dark Vador sur Mustafar. Moi aussi, parce que on en a vu qu'un tout petit peu dans Rogue One. Ouais. Ce serait marrant de voir d'autres séquences, surtout que ce serait des années après. Donc on parle de cendres à l'intérieur du château, ça voudra dire qu'il est abandonné ou en partie endommagé ou détruit. Et puis on nous dit un château effrayant. Si on n'arrive pas à trouver que le château de Dark Vador des années après l'abandon c'est effrayant, je vois pas trop quel type de château il pourrait ramener. Alors a priori il y a des cendres qu'on verrait dans ce château. Donc certains disent que ce serait Mustafar, mais d'après les sources c'est divisé, quoi. C'est pas on sait pas vraiment. Et le rapport de spoiler nous indique aussi que les chevaliers de Ren seraient un peu en transe et tout, et il les décrit comme diaboliques et dégénérés. Donc voilà. Ouais, ils sont. Ça augure de bonnes choses pour ceux qui vont les affronter. Surtout si Kylo se met à ne plus être un chevalier de Ren, quoi. Se retourne contre eux, ça peut donner des combats sympathiques. Ouais. Et toujours dans ce même rapport d'espion, on apprend qu'il y a des sources qui ont un avis un peu qui ont vu des choses un peu contradictoires, comme quoi en fait ce serait Kylo Ren qui réparerait son masque et que la créature serait aussi là sur le tournage, mais serait plus là pour l'aider. Donc voilà, c'est pas très clair à ce niveau-là. En tout cas, faut garder l'idée qu'il y a un château, il y a Kylo Ren, il y a les chevaliers de Ren, et il y a une créature poilue qui les aide. Après, et que le casque est réparé. Voilà, qui fait quoi exactement, ça on le sait pas encore forcément. Ensuite,
On va pas faire ça parce que là on a les spoilers sous les yeux. Il y a le gros, on va vous le garder pour la fin. Il y a un spoiler sur le rôle de Rose dans le film. Alors Rose serait toujours un peu amoureuse de Finn et ça donnerait à Finn une raison de se battre. Alors est-ce que Finn aurait abandonné l'idée de finir avec Rey? Je ne sais pas. C'est assez bizarre parce que je trouve que ça va à l'encontre du personnage de Finn, que il est quelqu'un qu'il aime, donc ça lui donne une raison de se battre. Il m'a pas, dans les 2 films précédents, il m'a pas l'air de faire les choses par amour envers quelqu'un. C'est un peu selfish quoi. Enfin c'est plutôt il se dit que il a été un stormtrooper, il a vu des horreurs et il faut que quelqu'un se batte contre ça. Mais pas lui forcément. Pas forcément lui forcément, mais comme il est là, il va donner un coup de main. Parce que tu vois, dans l'épisode 7, c'est juste avant tout il veut fuir le premier ordre, il dit moi je veux plus bosser pour eux, c'est un peu des nazis, c'est non ça. Merci. Dans le 8, sa motivation c'est retrouver Rey. C'est pas forcément aider la résistance, c'est faut retrouver Rey. Et dans le 9 pour le coup là, il sera vraiment en mode résistance quoi. Enfin. Mais oui, mais sans être forcément je suis de la résistance parce qu'il y a Rose qui m'aime. C'est ça où je trouve pas forcément super logique par rapport à ce qu'on a vu. Ce serait une de ses raisons de se battre. Enfin, voilà. Ouais. Et Rose, elle, abandonnerait sa combinaison de mécanicienne pour devenir une officier de la résistance. D'ailleurs, ça, on l'a vu dans les photos du panel du film, qu'elle avait vraiment une tenue un peu d'officier cette fois-ci, qu'elle était mieux coiffée, tout ça. Et elle resterait pas forcément sur le terrain, elle serait plus en arrière-plan, et elle travaillerait plus avec Leia et le lieutenant Connix, qui est joué par Billy Lourdes, la fille de Carrie Fisher. Voilà. Donc, ça peut être, c'est même une assez bonne logique, vu dans l'état et vu le nombre de résistants qui restent à la fin du retour du dernier. C'est normal que ceux qui restent montent en grade et surtout c'est que J.J. Abrams il a introduit un nouveau personnage féminin qui s'appelle Jannah. Un beau troll pour l'univers étendu, une légende. À une lettre après. Voilà, sauf qu'elle est black avec plein de cheveux crépus. Et elle, a priori, la photo qu'on a vue d'elle, c'est une guerrière sur le terrain. Donc, c'est expliqué pourquoi Rose, elle serait plus sur le terrain pour laisser place à ce nouveau personnage. Donc, ce serait surtout, logique. c'est que Rose, c'est pas une combattante au départ, c'est une mécano. Donc oui, elle est peut-être mieux par derrière un bureau, mais elle est peut-être mieux en coulisses que sur le terrain avec un gros blaster. Et puis voilà, moi j'ai absolument rien contre Kelly Marie Tran, elle fait la travail qu'on lui demande, et je n'aime pas du tout le personnage de Rose, moi il m'insupporte, plus que Jar Jar Binks. Pareil, mais je déteste ce personnage, mais je fais bien le distinguo entre le personnage et l'actrice, c'est vraiment deux choses différentes. Mais l'actrice très bien, elle fait son boulot, mais le personnage je le trouve détestable, et du coup le voir en arrière-plan dans le film, ça me va très bien. Surtout dans un autre rôle un peu moins casse-couille, un peu moins je suis tombé amoureux d'un gars d'un claquement de doigts et je vais tout. Ouais, elle est très énervante dans le. Voilà, ouais. Donc là, l'avoir plus mature, un truc d'officier et tout. Peut-être même changer le background un peu, parce que je pense que J.J. Abrams s'y refait un peu les choses à sa sauce après ce qu'a fait Rian Johnson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc ça me plaît assez de voir ça. Ouais, moi tout pareil. Après on a un rapport d'espion sur ce qui va se passer sur la planète Jungle. Alors là où il y a déjà une contradiction de base, c'est que J.J. Abrams avait dit dans le panel que la planète Jungle, on la verra au début du film. Et là, les scènes qu'on nous décrit sur la planète-là se dérouleraient à la fin du deuxième acte. Bon, après, ça tombe, la planète... on pourrait peut-être la voir à plusieurs moments. C'est peut-être la nouvelle base de... Voilà, on peut la voir à plusieurs moments, donc... ça pourrait être peut-être la base des... Oui, à mon avis, c'est la nouvelle base de la résistance. Ouais, ou celle des chevaliers de Reine, par exemple. Ouais. En tout cas, il y a rien qui indique qu'ils sont sur ces planètes-là. Quoi que si, c'est là qu'on va dire qu'ils vont envahir un peu le truc. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur cette planète? La résistance se préparerait un peu comme sur Dikar à la fin du deuxième acte à la bataille finale, en fait, tout simplement.
Et c'est là qu'on verrait on avait vu un X-Wing orange posé à côté du Faucon Millenium dans la forêt, donc ce serait là. Et il y aurait une grotte où on rencontrerait un immense alien qui fait bien 2 mètres de haut et qui s'appelle Claude, avec un K et pas de E à la fin. C'est l'espèce de gros ver de terre orange là. Mais qu'on a vu sur l'affiche qui a leaké. D'accord. Sur la fiche qui a leaké, si vous l'avez en tête, il y a un alien qui est à gauche, en haut, qui a des sortes de 3 pics de chaque côté de la tête et qui a un peu une tête d'escargot ou de limace. Et ben c'est lui. Voilà. Et ben c'est moche. Et ce qui est marrant, c'est que on l'a vu aussi sur les photos dans le panel. En fait, dans le panel, il y a une photo où il y a Snap Wexley qui est dans la forêt, qui est à côté de lui. Et moi, en voyant cet alien, au début, je pensais qu'il serait tout petit. Et genre il faisait la taille de Yoda quoi. Et en fait non. Et en fait non, c'est un gros, c'est un Jabba mince quoi. Ouais, avec sans bras. Ouais. Donc pas de chocolat. Voilà. Donc on n'en sait pas plus sur ce personnage, si ce n'est que il y a un moment donné, il aiderait la résistance. Alors en quoi il les aiderait? Je n'en sais absolument rien parce que je vois pas en quoi une limace sans bras pourrait aider la résistance. Peut-être qu'il a des pouvoirs ou enfin voilà. Je ne sais pas du tout. Ou alors pour se nourrir. Ils s'en font des côtelettes. Ouais. Et sur cette planète, il y aurait... Alors attention, pas de panique, hein, mais bon quand même, le Faucon Millenium aurait été vu en flammes sur cette planète. Ils vont nous cramer, hein, le vaisseau. Ouais, je veux dire, il a survécu à bien pire. Donc c'est pas parce qu'on verra le Faucon Millenium en flammes que le Faucon Millenium serait détruit. Hein, c'est 2 choses différentes. Mais il va prendre cher. Très certainement. Encore plus que dans ce qu'on a déjà vu. Oui, peut-être. Oh quoi. Enfin, le Kessel Run quand même. Je pense que il a pris le plus cher. Tu peux pas faire plus cher que le Kessel Run niveau dégâts. Mais là, voilà, s'il est cramé, bon il est cramé. Hein, ils vont le repeindre. Voilà. Ou un peu comme Notre-Dame. On va faire un don pour les Faucons Millenium. Donc voilà. Et donc ces scènes ont été tournées à Black Park. Mais Black Park a aussi servi de tournage à la planète marécageuse, là où on vous a parlé plutôt de la fabrique de droïdes où C-3PO de mettrait sa conscience dans R2D2. Oui, Black Park, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est un lieu de tournage. C'est la forêt qui est autour de Londres. D'accord. Ouais. Voilà. Et du coup, il y aurait une séquence où le Premier Ordre attaquerait avec une vingtaine de Stormtroopers la Résistance à ce moment-là. Et là, j'étais sur Black Park, mais sur la planète marécageuse. Mais là, on va revenir sur la planète jungle, parce que voilà, une même forêt, 2 planètes différentes, où on retrouverait un gros clin d'œil à l'attaque des clones, parce qu'on retrouverait les marcheurs de l'attaque des clones. Donc les ATTE, voilà. Les ATTE. Pilotés par les clones sur Geonosis. Et aussi, on les voit peut-être dans leur donc, je les cite, peut-être en arrière-plan des moments. Si, je crois, quand ils sont sur Coruscant, que Obi-Wan part, je crois qu'on voit des ATTE au sol en train de monter dans les acclamators. Voilà. Mais moi, je trouve ça sympa de voir des comment ça s'appelle? Des anciens vaisseaux. Ouais, des anciens vaisseaux de la prélogie dans ce film-là, parce que la prélogie, beaucoup disaient qu'elle était un peu mise de côté, ce qui était vrai dans le 7, quoique on fait comme référence aux clones, dans le 8 on fait référence à Dark Sidious, pas à l'Empereur, dans Solo il y a Dark Maul. Tout bêtement. Dans Rogue One, il y a Bail Organa et Mon Mothma qui sont joués par les acteurs de la prélogie. Donc ça fait quand même pas mal. Avant de vous parler de l'énorme super... si tu me permets, j'ai vu récemment là une interview de Nathalie Portman qui dit ce qu'on peut confirmer un peu, c'est que c'est vrai qu'à l'époque la prélogie s'en est pris plein la gueule, et puis bizarrement depuis quelques années elle est redevenue en odeur de sainteté auprès de la communauté. Donc je trouve ça un peu normal qu'ils collent des petits bouts, des rêves dans tous les films, dans tout ce qu'ils sont en train de refaire. Bon, regardez, on n'a pas
On ne l'a pas enterré, on sait que la prélogie existe. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la trilogie Disney ou la prélogie, de toute façon Star Wars aujourd'hui il faut voir ça comme un tout. Voilà, c'est ça. Et pour que ce soit cohérent dans un tout, il faut que il y ait des clins d'œil quand même un minimum aux films précédents dans les nouveaux quoi. Qu'on tienne compte de l'histoire et des événements. Voilà, que tout soit pris en compte. Et bon, pour l'instant, même si ça commençait timidement, maintenant, je pense qu'ils le feront de plus en plus et c'est une très bonne chose. Donc je disais oui, avant d'arriver au spoiler final un peu qui est assez énorme parce que ça vous raconte un peu toute la fin du film. J.J. Abrams avait confirmé durant Célébration que Ian McDiarmid avait tourné des scènes du film. Donc Ian McDiarmid sera physiquement présent dans le film. Sous quelle forme résurrection, hologramme, fantôme ou comme dans Battlefront 2 un droïde casqué où il y a alors c'est pas des droïdes a priori, c'est des mecs qui portent un casque ou c'est d'accord, ouais, j'avais pas compris ça comme ça. Mais en tout cas Ian McDiarmid sera physiquement visible dans le film. Sous quelle forme on ne sait pas, mais on sait pas encore. Mais voilà, le retour de Palpatine, d'après ce qu'on nous dit officiellement encore une fois, était prévu depuis le début. Ça, on y croit, on n'y croit pas. Et que George Lucas a été consulté aussi pour valider ce retour de Palpatine, qu'il l'a validé. Et il l'avait d'ailleurs validé pour un comics que je trouve médiocre au possible, qui s'appelle L'Empire des Ténèbres. Et c'est là où il y a Palpatine, il crée un clone et tout, machin. Attends, la BD des années 80. Ah ouais. Et a priori, à l'époque, c'est George Lucas qui avait validé ce retour de Palpatine. Moi, je trouvais que c'était une immense erreur parce que, enfin, moi, le retour de Palpatine, je suis pour si c'est dans les films. Pourquoi? Parce que pour moi, Star Wars, c'est avant tout des films et les événements les plus importants de la galaxie doivent se dérouler dans les films. L'univers étendu, que ce soit des jeux vidéo, des comics ou des romans, ça doit être des histoires et des intrigues secondaires par rapport à celles des films. Et remettre Palpatine dans un comics qui se déroule après le retour du Jedi, pour moi, c'était un sacrilège. C'était les films qui devaient finir l'intrigue principale. Et là, non, on ressuscite le méchant qui était mort dans les films. Je trouvais ça totalement débile. Ça perdait le retour du Jedi perdait vraiment en intensité et c'était vraiment bête. Et après, on va me dire, là, Palpatine il revient aussi, c'est encore George Lucas qui a validé. Mais cette fois-ci, c'est dans les films. Et c'est dans un film qui doit conclure les 9 films. Ouais, donc là, je trouve que c'est bon, même si ça enlève du coup un peu de symbolique au retour du Jedi, je trouve ça beaucoup plus justifié que ce soit fait dans un film. Voilà. Donc je te demande à voir comment c'est fait. On verra bien. Oui, c'est ça, quelle que soit la manière, il faut que ce soit bien fait. Si on nous sort du Tadam, je suis Palpatine, je suis le plus grand Sith de tous les temps, je ne suis pas mort dans l'explosion, ça va le faire moyen. Si on nous explique que c'est lié à ce qu'il a appris auprès de Dark Plagueis, qu'il a mis du temps, et voilà, là oui, ce sera très bien. Ouais. Mais la question que je me pose par rapport, parce qu'a priori, l'histoire du mode solo de Battlefront 2 est canon, elle est aussi intégrée. Elle est canon, mais bon, je pense pas que J.J. Abrams il ait consulté Battlefront 2 les cinématiques pour faire son film. Parce que même là, ça deviendrait assez étrange, puisque pour ceux qui ont joué au jeu, dès le début du jeu, on a donc ces personnages qui portent un casque où il y a le visage de Palpatine qui apparaît. Ils sont un peu tout en rouge là. Voilà, entièrement en cape rouge, qui disent clairement aux impériaux. Il est dans le comics aussi, dans un comics. Je suis pas dans un dessus, comics qui est sorti en 2015 dans le programme Journée of The Force Awakens. Et c'est sa première apparition d'ailleurs, et en gros c'est des messagers de Palpatine. Enfin, c'est Palpatine qui avait préenregistré des messages pour donner à ses officiers. Et, voilà. Et en gros là, le message qu'il donne aux impériaux, c'est on a perdu, cramez tout. Mais cramez tout, un peu des planètes impériales en fait. Donc à voir comment c'est mis dans le film. Voilà.
Mais dans tous les cas, ce retour de Palpatine a été validé par George Lucas, donc Ah bon, si c'est... ceux qui n'aiment pas l'ère Disney, qui disent que ça respecte pas l'idée de George Lucas, pour le coup, vous pouvez plus le dire. C'est marrant parce qu'il y a quand même de plus, c'est assez souvent on a quand même de plus en plus l'argument mais ça a été validé par George Lucas, je trouve. Ouais, moi j'ai pas besoin que les choses soient validées par George Lucas forcément. Je pense que J.J. Abrams avait une meilleure vision de Star Wars avec le Réveil de la Force que George Lucas en avait de Star Wars au moment de la prélogie. Voilà, ça n'engage que moi, on n'est pas là pour débattre, mais tout ça pour dire que c'est validé par George Lucas. À chaque fois que je lis ça, je me dis ça va faire taire quelques haters de l'ère Disney. Ouais, voilà. Ou de personnes qui n'aiment pas les films, qui ne sont pas forcément des haters. Je mets pas tout le monde dans le même sac non plus. Voilà. Encore avant de passer le gros spoiler, on vous tease le gros spoiler depuis le début de l'émission, mais il est vraiment énorme. On va vous parler d'une tradition qui revient aussi, les Stormtroopers célèbres, les caméos de Stormtroopers célèbres. Donc, dans le Réveil de la Force, on avait Daniel Craig qui a fait cette scène avec Daisy Ridley sur la base Starkiller, qui est très connue. Il y a aussi Kevin Smith, le réalisateur, il avait fait juste la voix des Stormtroopers. Et il y avait le compositeur Michael Giacchino qui a fait la musique de Rogue One, qui est un Stormtrooper qu'on peut apercevoir sur Jakku au début. C'est un pilote. Non. Les commentaires audio de J.J. Abrams disent bien que Michael Giacchino c'est un... Ah non, c'est l'un des résistants, c'est pas l'autre réalisateur, le réalisateur de Rogue One. Non, mais si, mais là tu confonds les caméos de Stormtrooper. D'accord. Donc là sur les Stormtroopers du moins, donc on avait Daniel Craig, on avait donc Michael Giacchino qui est sur Jakku, et c'est un des deux Stormtroopers qui amène Lor San Tekka à Kylo Ren au début. D'accord. Voilà. Dans l'épisode 8, on avait les princes Harry et William, et Tom Hardy, qui a été dans une scène coupée dans un ascenseur avec Finn, voilà. Il touchait les fesses d'ailleurs, il tapait les fesses de Finn, voilà. Et je crois que les princes, alors il y a deux rumeurs différentes. Il y a une rumeur qui dit que les princes Harry et William, ils étaient des Stormtroopers au moment où ils se faisaient d'exécution de Finn et de Rose. Et d'autres rumeurs disaient que c'était dans l'ascenseur aussi avec Tom Hardy. Voilà. En tout cas, ils ont filé les armures. Et pour l'épisode 9, on a 3 nouveaux Stormtroopers célèbres. Alors le premier, c'est Stephen Colbert, qui était le journaliste qui a présenté le panel de l'épisode 9 au moment où il a visité le décor. Donc ce sera un Stormtrooper interrogateur qui s'est pas posé des questions, c'est ça? On ne sait pas. Non, il savait poser des questions, il avait juste des gens qui ne voulaient pas jouer le jeu et répondre en face de lui. Mais c'est un très bon journaliste. Donc du coup, là, il a profité de sa visite pour filer une petite armure et tourner une scène, voilà. J'aurais fait pareil à sa place. Il y a, alors, attention, gueulez pas au scandale et tout, parce qu'il est juste un casque et on le verra pas. Ed Sheeran, le chanteur Ed Sheeran, et le cuisinier Jimmy Alexander, qui est très connu en Angleterre, et qui tous deux vont tourner une scène sur la planète enneigée en tant que Stormtrooper, et voilà. On n'en sait pas plus. Mais tout ça pour dire que cette tradition continue de se perpétuer. Mais c'est une tradition qui a commencé avec le réveil, où il y a eu des caméos dans des troopers dans des épisodes dans Rogue précédents. One, a priori, non, ça a commencé vraiment avec le réveil de la Force. Mais je pense que c'est une tradition qui est que dans les épisodes et pas dans les spin-offs, parce que j'ai pas entendu dire qu'il y a eu des caméos de personnes connues dans les spin-offs. Au niveau des troopers, non. Je crois que c'est Edgar Wright qui joue un résistant dans... Alors Edgar Wright et Gareth Edwards jouent des résistants dans le... Sur Crate, en fait, t'as plein de gens connus. T'as Edgar Wright, t'as Gareth Edwards, t'as la fille de Mark Hamill, t'as la chanteuse Ellie Goulding. T'as la chanteuse Ellie Goulding sur Crate. Et c'est déjà pas mal. Et je sais que dans le Réveil de la Force, J.J. Abrams, il a casé son père, son beau-père, qui sont des officiers de la Résistance. Non, il a casé la famille. Non, il a casé la famille. Donc, c'est à la fois marrant, et puis je trouve que c'est pas mal. Ne serait-ce que pour les Stormtroopers, ça permet d'avoir des gabarits différents. Oui, et puis je veux dire, après, enfin, tu le vois, tu les vois pas sous le masque, ou même les caméos, tu les connais pas les mecs, donc. C'est pas gênant, ça te fait pas sortir du film. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des commentaires sur Facebook en mode plutôt que de faire ça, il devrait se concentrer, faire un bon scénario. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas,
c'est comme on a appris pour la série The Mandalorian. C'est des mecs de la 500. C'est des mecs de la 500. Tant que c'est transparent à l'écran, Voilà. moi je m'en fiche. Ça fait plaisir à des gens. Et le pire, c'est qu'a priori, les réalisateurs disaient, Jon Favreau disait que les mecs de la 501 se tenaient mieux que les acteurs et les gens qu'ils avaient embauchés ouais. pour jouer les troopers. Et les mecs de la 501 étaient mieux. Donc je trouve ça c'est des anecdotes, c'est marrant, voilà. sympa. Et puis moi, d'un point de vue peut-être pratique par rapport à l'univers, ça permet d'avoir des gabarits différents. Donc d'expliquer que les clones, que les troopers du Premier Ordre, c'est plus des clones. Ouais. Ou alors t'as plein de souches de clones, quoi. Voilà. Bon, il est temps de passer. On attaque le gros spoiler. morceau. Alors, si vous voulez pas connaître la fin du film, vous arrêtez là maintenant. Là. Bisous. Hein. Alors bon, bien sûr, tout ça est encore une fois à prendre, bien sûr, avec des pincettes, c'est de la spéculation. Enfin, c'est pas de la spéculation, c'est des rapports d'espions de Making Star Wars, mais qui ont quand même des informations fiables. Donc voilà, ça reste à confirmer. Ce n'est pas sûr, mais généralement, ils disent pas que des bêtises. Hein, même si c'est pas exactement ce qu'ils disent, les grandes lignes, c'est ça, quoi. Donc en fait c'est à peu près toute la bataille finale du film qui a fuité. Donc ça se déroulerait sur la planète où on voit les vestiges de l'étoile de la mort. Et on aurait un antagoniste qu'on n'a pas encore vu et qui serait joué par Matt Smith. Alors Matt Smith, c'était plus il y a quelques mois de ça, il y avait des rumeurs qui disaient qui jouerait dans le film. Même c'était je crois que c'était même le Hollywood Reporter ou Variety, vraiment des sources très 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 fiables qui disaient qu'il serait dans le film. Mais à aucun moment Lucasfilm n'a fait de communiqué pour dire que Matt Smith serait dans le film. Et il y a quelques semaines de ça, Matt Smith a dit non mais je suis pas dans le film. Enfin je le saurais si j'étais dans le film. A priori à ma connaissance je suis pas dedans. Gros troll, a priori, parce qu'il serait bien dans le film, et les rumeurs à l'époque disaient même qu'il jouerait un Palpatine jeune. Et quand tu vois que Palpatine est retourné dans le film, tu dirais un petit flashback Palpatine jeune, pourquoi pas. Sauf que non, il jouerait pas Palpatine jeune, mais il jouerait quand même Palpatine dans le sens où Matt Smith serait un acolyte du côté obscur qui de lui-même aurait accepté de se faire posséder par l'esprit de l'empereur Palpatine. Alors d'après les sources, ce serait un acolyte du côté obscur, d'après d'autres ce serait un des chevaliers de Rennes. Voilà. Ça on sait pas encore. On sait pas trop encore, mais en tout cas, il serait possédé par l'esprit de Palpatine. Et à ce moment-là du film, donc à la fin du film, Kylo et Rey s'allieraient une nouvelle fois pour combattre Matt Smith, on va l'appeler Matt Smith, le personnage. Mais on n'a pas encore son nom. Voilà, c'est ça. Et ce sera un combat vraiment très très rude pour en venir à bout. Mais il finirait par le tuer. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de Palpatine quitterait du coup le corps décédé de Matt Smith et irait se réfugier dans le corps de Kylo Ren. Et là, Kylo Ren arriverait un peu à résister. À pas se faire prendre entièrement possession par Palpatine et dans sa lutte mentale un peu contre l'esprit de Palpatine, il arriverait à faire signe à Rey de le tuer, ce qui permettrait de tuer Palpatine en même temps. Définitivement. Et du coup, rédemption de Kylo Ren, retour de Ben Solo, qui se sacrifie pour tuer le grand méchant finalement. Mais la question là, c'est que vu que précédemment ils ont tué en Matt Smith, Palpatine est parti dans le corps de Ben. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, quand Rey ou Ben se sacrifie, Palpatine ne prend pas par exemple possession de Rey? Parce que Rey n'a jamais eu d'expérience avec le côté obscur. Ce serait ça l'explication. Ça bloquerait donc C'est que vu que Kylo Ren a déjà été dans le côté obscur, Palpatine pourrait le posséder, mais vu que Rey est blanche comme neige et comme son costume, elle peut pas rentrer dedans. Voilà. Alors il y a des rapports qui disent que Kylo Ren mourrait, et d'autres qui sont pas sûrs qu'en fait il meurt, qu'il serait juste gravement blessé. Moi, je prends l'option il est gravement blessé parce que ça m'embêterait un peu que toute la descendance des Skywalker et des Solo s'arrête là. Ce serait dommage. Après,
si je peux comprendre ton point de vue, après il faudrait expliquer comment, même si Ben est grièvement blessé, comment l'esprit de Palpatine meurt dans un corps qui n'est que blessé. Voilà. Faudrait Et expliquer ça après. Et aussi, c'est que si Palpatine ne fait que posséder des gens dans le film, à quel moment il y a McDiarmid il joue ces scènes? C'est ça. Parce qu'à un moment, donc peut-être l'hologramme ou le fantôme, ouais. ou peut-être qu'à un moment, donc c'est pour ça que Ou alors ils utilisent la technique du film Mr. Brooks. Je sais pas si tu l'as Mais vu ça me dit avec, absolument rien. avec Kevin Costner qui joue un psychopathe, un tueur en série. Et en gros, sa mauvaise conscience ou la conscience est jouée par un autre acteur qui est physiquement là. Ok. Tu vois le truc. Ouais. Il n'est que dans la tête de Brooks, mais il est physiquement là sur le plateau. Donc en gros, on aurait par exemple Matt Smith possédé, mais avec Ian McTiernan qui serait à côté de lui en tenue de Palpatine et qui serait pourquoi pas. Moi, je ne demande qu'à être surpris à ce niveau-là. Mais et il y a aussi le fait que il y avait à l'époque des derniers Jedi, il y avait un magazine officiel, je crois que c'était l'Insider, qui indiquait que Snoke a eu deuxième apprenti. Ouais. Et après, hop, tout ça, c'était un peu caché en mode, peut-être qu'on a fait une bourde en publiant ça. Oups. Et pourquoi pas imaginer que Matt Smith soit ce deuxième apprenti de Snoke. Eh ben, voilà. Ça va en faire des choses expliquées dans un film. Hein. C'est ça. 2 heures. Oui, mais là, ils vont en faire 3. Ouais. Enfin, en tout cas, le script est le plus long qu'a été pour un Star Wars. Donc, du coup, à mon avis, ce sera logiquement aussi le film le plus long pour un Star Wars. Et pour conclure 3 trilogies, un film de 3 heures, moi, je ne suis absolument pas contre. Oh, bah, pareil. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ce potentiel combat final? A priori, je suis très intéressé par ce qu'on voit, mais comme d'habitude, c'est dans les détails. Le coup de la possession de l'esprit, je veux bien, mais il faut vraiment qu'on me l'explique parce que généralement, c'est des choses où on te dit il y a des règles strictes à respecter. Si pour simplifier le truc ou dire que oui, mais on vous a expliqué la règle 1. Et que 5 minutes après on te dit non mais en fait Ren n'est pas s'il y a des règles va falloir les respecter et bien les expliquer aux spectateurs. Voilà, parce que voilà, la question toute bête, c'est si Rey tue Ben alors qu'il est possédé, pourquoi est-ce que Palpatine ne prend pas possession de Rey? Parce qu'elle est blanche comme neige. Voilà. Elle est vierge, tu vois, tu comprends. Je veux pas posséder le corps d'une vierge. Mais vierge du côté obscur, hein, je parle. Pour le reste, on sait pas. Et on s'en fout. Et on s'en fout, complètement. Enfin, film, peut-être pas. Mais non, il est sur Rose, de toute façon, maintenant, a priori. Donc voilà. Je rebondis sur les vestige de l'étoile de la mort parce qu'il y avait, je crois que c'est J.J. Abrams ou un concepteur qui avait dit, si vous voulez savoir ce qui va se passer un peu dans le 9, regardez le livre concept de l'épisode 7, on va reprendre des éléments. Et dans les éléments de l'épisode 7, dans les concept art, il y avait le Faucon Millenium qui était sous l'eau, au niveau sous l'eau, en train de survoler les ruines de l'étoile de la mort. D'accord. Donc je me dis, pourquoi pas une séquence sous-marine avec le Faucon Millenium, ça pourrait être super. Pas ne serait-ce que pour éteindre l'incendie, hein. Oui. Mais on a déjà le nom de la planète. C'est Endor peut-être, parce que enfin. Les Ewoks qui vivent sur la lune forestière d'Endor. Mais ça semble qu'il y a une lune maritime. Non, ça tombe, il y a juste Endor et puis c'est Endor quoi, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas Endor même. Comme Yavin, on dit sur Yavin, en fait non, en fait, c'est la lune de Yavin. C'est la 4e lune de Yavin, tu vois. Yavin, c'est une grosse gazeuse et rouge. Encore, c'est ce que je disais dans la saga Halo. Je sais pas si tu connais, c'est une saga. Oui, je vois très bien les vidéos. On t'explique à plusieurs moments. Que comment donc les halos, hein, c'est des anneaux métalliques de la taille de planète. Quand ces trucs-là explosent, les morceaux ils dérivent sur plusieurs galaxies. Donc moi ça ne me poserait pas de problème qu'on dise c'est pas Endor, c'est pas la Lune, mais c'est une autre planète dans la galaxie d'à côté. Vu la taille des morceaux, vu la taille de l'explosion. Après, il y a une incohérence, mais bon, c'est une incohérence que je pardonne d'avance. C'est-à-dire que quand tu vois à la fin du Retour du Jedi, tout part en 1000 morceaux. Voilà. Après là, c'est un énorme morceau quand même qu'on voit dans la bande-annonce. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave, on leur fait grade. Ils peuvent encore modifier le Retour du Jedi. Oui, édition spéciale.
Donc voilà, pourquoi pas. Donc moi je dis que c'est Endor, mais c'est pas l'une forestière d'Endor, donc c'est Endor, donc pas d'Ewok, mais a priori c'est là où on voit la fameuse Jaina dans le film. Donc allez, moi je mise là-dessus. On vote pour ça. Voilà. Après, si on a vu la bande-annonce, je sais pas si vous voyez, c'est on en parlait dans l'émission de bande-annonce, mais on voit que Podamon est un brassard noir et qu'il l'a pas sur la Jordanie. Donc à mon avis, les séquences de Jordanie, ça se déroule avant la séquence sur la planète de l'Étoile Noire. Et donc la planète avec l'Étoile Noire serait la séquence finale. Quoi. Et aussi, Rey tient un sac à sa main. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Le casque de Kylo Ren. Et il y a aussi une rumeur qui date depuis pas mal de temps, comme quoi le MacGuffin du film serait quelque chose. Donc le MacGuffin, c'est l'objet, la quête, un peu. Serait quelque chose d'assez qui diviserait les fans et qui serait assez original. Et il y a une rumeur qui indique que ce serait tout simplement un objet dans lequel il y aurait la conscience de Palpatine à récupérer. Donc Kylo Ren voudrait la détruire parce que Palpatine pourrait réclamer le premier ordre qu'il a réussi à gagner. Et puis la résistance, moi c'est assez simple, Palpatine c'est juste un peu le mal absolu, donc si on peut le détruire, ça peut être pas mal. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que dans ces conditions... Mais les deux veulent le truc pour le détruire, de toute façon. Voilà, pour des raisons différentes. Et dans ces conditions, si par exemple Rey a un thermos avec la conscience de Palpatine dedans, pourquoi tu prends pas le faucon, tu te gares pas à côté du premier soleil qui vient, et pourquoi tu balances pas le thermos là-dedans? Mais après, il va posséder le soleil, Palpatine. C'est ça. C'est compliqué. Non, je rigole, mais. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu de tour sur le spoiler. Aussi, voilà, petite info qui vient de J.J. Abrams aussi, a priori. On va en savoir plus sur le lien de parenté de Rey et de on sait pas qui. Mais en tout cas, ça va pas s'arrêter là, l'histoire des fermiers alcooliques. C'est soit on en sait plus sur ces fermiers alcooliques que là et ça reste ça, soit en fait c'est Rey Skywalker, Rey Solo ou Rey Palpatine ou Rey Windu, n'importe quoi. Rey Plo Koon, Rey Obi-Wan, Rey Kenobi. Non, moi je pense qu'il y a 4 options. T'as Rey Skywalker, Rey Solo, Rey Palpatine ou Rey Kenobi. C'est les 4 pour moi c'est... ou alors personne, mais bon moi je suis pas fan de personne. Moi je serais plutôt ma solution préférée si on me demandait de mon avis, plutôt c'est je garde l'idée des deux fermiers alcooliques, mais tu vois, c'est des gens qui étaient avec Luke Skywalker pour l'aider par exemple à tenir son école de Jedi, où Rey est né et Luke a détecté qu'elle avait la force, et pile à ce moment-là Kylo a commencé à foutre le bazar, donc les parents ont dit on va pas rester là, on prend la petite, on l'amène à l'autre bout de la galaxie et on essaye de la foutre en sécurité. Moi c'est une solution que j'aimerais bien. Moi j'attends rien en fait de ça. Enfin, j'espère juste que ça sera pas la version Rian Johnson quand j'ai vu qu'elle était dans la grotte, que tu voyais les deux parents arriver, et que finalement c'est elle. Je suis pas un détracteur de ce film, il y a des choses très bien dedans, il y a des choses beaucoup moins bien. C'est 50-50, mais ça franchement, non. Juste non. Moi c'est un truc qui me plairait, parce que je vois aussi beaucoup de gens qui disent ça vient un peu quand on nous sort le coup de la Marissou pour Rey. Je trouve ça assez débile, parce que les Jedi ou même les Sith sont pas tous des enfants de Jedi ou de Sith. Non, c'est même pas du tout, parce que pas du tout. Les Jedi ne se reproduisent pas entre eux. Donc, voilà, donc à un moment, oui, tu peux avoir deux parents complètement d'alcoolo et la gamine ou le gamin qui a des prédispositions pour la force. C'est ça. Moi, cette solution me conviendra très bien. Bon, après, à voir. On verra ce que Abrams fera. Et en fait, pour terminer, ça c'est pas un spoiler, c'est plus c'était une rumeur il y a bien longtemps, mais bon, c'est pas revenu, mais bon, j'espère que ça se confirmera dans le film. C'est que on fait revenir Palpatine très bien, on fait revenir Han Solo fantastique, on pouvait pas faire mieux. Mais faudrait pas oublier non plus que il y a aussi Anakin dans cette histoire qui est censé être l'élu. Et qu'on nous présente depuis 2 films un Ben Solo Kylo Ren qui est fan de son grand-père, et je trouve que si J.J. Abrams ne nous ramène pas le fantôme d'Anakin Skywalker,
il va vraiment louper une très grosse opportunité. Il nous faut à un moment que Kylo Ren soit en confrontation avec son grand-père en fantôme, joué par Hayden Christensen pour le coup. Et qu'on aime ou pas le fait que Hayden Christensen soit en fantôme, c'est pas le débat. Là, je parle vraiment du personnage d'Anakin et qui lui disent écoute, moi j'en suis revenu du côté obscur et soi-disant tu veux faire comme moi, dans ce cas-là, reviens du côté luminé, quoi. Ou qu'il lui fasse la morale, ou qu'il y ait une interaction entre les deux, quitte à ce que par exemple ce soit d'abord le fantôme de Dark Vador, puis que il retire le casque et on y voit le visage d'Anakin. Mais je pense qu'il y a un truc à faire avec ça et ça serait vraiment dommage. Il n'y a pas de rumeur sur le fait que il y a une rumeur l'année dernière, avant les derniers Jedi. Il y avait une rumeur comme quoi il apparaîtrait dans les derniers Jedi. On n'a jamais apparu. Peut-être que ça va être pour ce film-là. Ce serait pas mal, je trouve. Voilà. Et en fait non, dernier petit spoiler, parce que ça c'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est un truc qu'on a vu nous à Célébration que vous avez pas vu. C'est qu'au début du panel il y avait un petit film où qui revenait un peu sur les making of de tous les films, et on a eu quelques plans inédits du tournage de l'Ascension de Skywalker, et parmi ces plans là il y avait le plan du Tantive 4 dans la planète jungle. D'accord. Donc, c'est peut-être pas le Tantive 4, mais c'est le même modèle. C'est une corvette rebelle qui est vraiment posée dans le, a priori, sur la planète. A priori, si mes souvenirs sont bons, je sais plus si c'est dans des romans ou c'est dans du canon. Vador a quand même balancé le Tantive 4 dans le vide. Après avoir capturé Leia et tout ça, il l'aurait balancé. Après, ces vaisseaux-là, on les retrouve dans l'Empire contre-attaque et dans le Retour du Jedi, les mêmes, la même peinture, donc. Mais ça fait encore un bel écho au film précédent, et moi je trouve ça très bien. Et ça montre vraiment que s'ils sont obligés d'utiliser des vaisseaux qui datent de la rébellion, vraiment ils sont dans la merde. C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, voilà. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour de tous les spoilers qu'on avait à ce jour sur le film, et ça fait quand même déjà pas mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ce qu'on a entendu au final ? Ils me plaisent bien tous ces spoilers. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Et j'espère que le coup du retour de Palpatine sera bien amené. J'ai pas non plus envie de voir un remake de l'Empire des Ténèbres, justement. Surtout pas. Et puis voilà, j'espère que les interactions entre Ben et Rey soient bien amenées, parce que le coup des combats mentaux mais physiques avec des, comme je le dis, je pense que le monteur va bien s'arracher les cheveux. Ces deux gros spoilers là, où j'espère que ce sera bien fait, quoi. Le reste c'est plus de l'annexe, plus de l'anecdote, du truc sympa. Même le retour de Han, ça a intérêt à être bien amené. Si c'est juste pour faire popper Han dans une vision machin et où on est plus parti sur une seule séquence, hein. Mais déjà c'est bien. Voilà, écoute, moi je suis ravi du retour d'Han Solo, c'était la meilleure chose possible qu'il pouvait y avoir dans ce film. Donc à partir de là, je vais beaucoup plus aimer que l'épisode 8. Je sais pas si l'épisode 7 ça va dépasser ou pas, parce que pour l'instant, pour moi, de l'ère Disney, mon film préféré ça reste Le Réveil de la Force, et de très loin. À voir si du coup l'épisode 9 va prendre le dessus. En tout cas, tout ce que je dis, il y a du bon et du moins bon. J'ai très hâte de voir les combats visuels entre Rey et Kylo Ren, parce que ça a l'air assez inédit de tout ce qu'on a vu. Après, l'histoire de possession de corps de Palpatine, je suis un peu moins fan. Je suis content que Palpatine revienne, mais je saurais pas dire sous quelle forme j'ai envie qu'il revienne. Mais je suis très content qu'il y ait une McDiarmid revienne physiquement dans le film, ça je trouve ça top. Et après voilà, on verra bien. Je trouve juste dommage que du coup, a priori, on n'aura pas de chasseur de primes vraiment dans cette trilogie. Alors peut-être qu'il y a le personnage de Zoe qui est Russell, mais on sait pas trop si c'est un chasseur de primes ou pas. On en déduit ça vu son armure, mais ça tombe, c'est pas du tout une chasseuse de primes, c'est juste une mercenaire lambda. Mais voilà, c'est que autant dans la prélogie et dans la trilogie originale, les chasseurs de primes avaient vraiment un rôle important. Là,
Bon, ils ont pas trop leur place dans cette trilogie. Oui, bon. ils sont vraiment relayés. On a la série Mandalorian qui va rattraper tout ça. On a eu... Non, Solo n'a même pas rattrapé ça. C'est ça qui est dommage aussi d'ailleurs. Alors mais que bon. c'était l'occasion. Ah, c'était l'occasion, voilà. C'était un peu une occasion manquée là pour le coup. Mais voilà. J'ai hâte de lire les précédents. Moi, je t'avoue, je lis les spoilers, mais j'essaie de me préserver un peu plus cette année. Mais je t'avoue que si ça se confirme, le duel final tel qu'on l'a lu, je serais un peu déçu de l'avoir lu maintenant. Par contre, je suis très content d'avoir vu qu'Han Solo revenait à l'avance. Prépare mieux le film. Voilà. Bon, Sylvain, on va te laisser te soigner. On va se dire au revoir. Avant que je meure. Voilà, on va remercier une dernière fois tous nos partenaires, à savoir siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Univers, Star Wars Holonet, Génération Star Wars et Science-Fiction, Star Wars Geeks Québec, que j'ai d'ailleurs rencontré à Chicago. Vous étiez tous adorables, je suis très content de vous avoir tous rencontrés. Et Jeff et Kim, le Space Trash Show. Voilà. Ouais. Et ben de la part de Sylvain et moi-même, Bisous. que la force soit avec vous.